couleurs de l'info. À votre avis? Et nous allons donc nous questionner sur notre avenir, notre souveraineté numérique. Passe-t-elle par le refus, par exemple, de rester scotché à des choses comme Microsoft? La question avec le spécialiste des réseaux, Fabrice Eppelboin. L'OTAN lance l'opération Sentinelle orientale pour renforcer encore davantage notre posture le long de notre flanc Est. Cette activité mobilisera divers moyens provenant d'alliés tels que le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays. Outre des capacités militaires plus traditionnelles, cette initiative comprendra également des éléments destinés à relever les défis particuliers liés à l'utilisation de drones. C'est une priorité dans la vision stratégique qui a été adoptée il y a quelques semaines au Conseil des ministres. Il y a beaucoup de menaces et des attaques cyber qui viennent un peu partout. Vous pouvez avoir les meilleurs outils de défense, chars, firefighters, meilleures usines, meilleurs logiciels. Si vous n'êtes pas cyberproof, donc complètement protégé au niveau de la cybersécurité, vous êtes complètement vulnérable. Bonsoir Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Microsoft, comme tous les grands réseaux des GAFAM, séduit et fait peur. Est-ce que, pour garantir notre souveraineté numérique, il en est beaucoup question, nous devrions suivre l'exemple du Danemark et en quelque sorte prohiber Microsoft? Alors déjà, il ne s'agit pas de garantir quelque souveraineté numérique que ce soit, il s'agit de la reconquérir ou de la conquérir tout court parce qu'elle n'a jamais vraiment été ni belge ni française. Un peu française, mais jamais belge. Donc il faut déjà partir de ce constat. On est un territoire colonisé. Et l'arrivée de Donald Trump amène une question qu'on aurait dû se poser depuis bien longtemps, qui est celle de notre souveraineté numérique. Et dans la mesure de nos faibles moyens, et là je parle aussi bien pour la France que pour la Belgique, il s'agirait de se concentrer sur des secteurs qui sont vraiment, vraiment stratégiques pour commencer par cela, parce qu'on ne va pas pouvoir tout reconquérir d'un coup, si tant est que tout reconquérir soit un objectif réaliste et même désirable. Est-ce que le Danemark fait œuvre de fanfaron en disant voilà, je récupère ma souveraineté vis-à-vis de Microsoft, et encore, Microsoft n'est pas le seul sur le marché. Est-ce que c'est une fanfaronnade ou est-ce qu'on peut vraiment décider à un certain moment d'un pays comme le Danemark, qui n'est pas non plus gigantesque, de s'en émanciper? Je crois que le Danemark a eu, pardonnez-moi l'expression, très chaud aux fesses. Les projets d'annexion du Groenland de Trump ont fait qu'ils ont à minima eu des réunions en haut lieu avec ne serait-ce que leur état-major militaire pour envisager la possibilité que le conflit dégénère à ce point et que les militaires ont dû leur expliquer que de toute façon un conflit avec la puissance américaine ferait que les avions seraient cloués au sol et que toutes les infrastructures informatiques du pays s'arrêteraient à l'instant même de façon à paralyser l'ensemble du pays. Et là-dessus, je pense que ça leur a fait office de coup de semonce pour réaliser à quel point ils étaient en situation de totale dépendance. Il faudrait des coups de semonce équivalents pour tous les pays européens. Pour l'instant, il n'y a que le Danemark, mais fondamentalement, on est tous dans la même situation que le Danemark. Est-ce qu'on va tous se mettre à prendre le problème au sérieux? Pour l'instant, non. Pour l'instant, le problème est enfin une discussion qu'on peut avoir publiquement. Ce n'était pas du tout le cas avant le début du second mandat de Trump. C'était une discussion qui était réservée à des cercles d'initiés et qui était très rapidement étiquetée comme étant des trucs de fachos parce que la souveraineté c'est mal. Aujourd'hui, on peut avoir une discussion sérieuse et encore pas avec tout le monde. Mais pour revenir à ma remarque du début, il faut partir du principe qu'on est déjà dans une situation totalement colonisée et que la souveraineté numérique, pour les militaires, c'est vital. Et pour des grandes administrations publiques, c'est très important. Et puis qu'au fur et à mesure qu'on descend dans les ordres de priorité, on va attaquer à des choses qui sont perdues, des territoires qui sont perdus et qu'on ne reconquérira sans doute jamais. Pour mesurer notre dépendance, s'il fallait effectivement s'atteler à reconquérir partie ou tout de celle-ci, ça représenterait des investissements colossaux. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais une Silicon Valley et nos GAFAMs européens tardent à venir. Et quand on se rappelle, peut-être, si on s'en rappelle, du combat de l'Europe pour Galiléo, il ressemble quand même à une mauvaise plaisanterie. Hélas, c'est jusqu'ici une mauvaise plaisanterie et il n'y aura pas de GAFAM européen. C'est pas sur ce modèle-là qu'on peut espérer reconquérir une souveraineté numérique. Par contre, il y a un système qui s'appelle le logiciel libre, qui a été un peu vulgarisé sous le terme open source, mais c'est pas tout à fait ça. Le logiciel libre, ça consiste à avoir un bien commun sous forme de code. Et il existe une quantité ahurissante de solutions informatiques qui sont du logiciel libre pour des choses aussi bien du quotidien comme une suite bureautique que des systèmes informatiques très très complexes. Et c'est plutôt là-dessus
que l'Europe peut miser pour reconquérir, là où c'est indispensable, sa souveraineté numérique. Donc il y a des solutions, ça coûtera affreusement cher, ça demandera des investissements colossaux en matière d'éducation, parce que c'est pas le même métier de développer un système informatique ou d'intégrer un système Microsoft. Et ces compétences-là, elles sont rares parce que, à force d'intégrer des systèmes Microsoft, Amazon ou Google, on a des intégrateurs comme force de travail, et ça, il va falloir passer à autre chose. Donc c'est un effort considérable qui se déroule sur un temps très long, qui, hélas, dépasse celui d'un mandat politique. Donc ça demande vraiment des hommes d'État plus que des hommes politiques. C'est très ambitieux. Trump est vraiment une opportunité de pouvoir mettre ça sur la table. Et il faudrait peut-être, au passage, commencer par le commencement, c'est-à-dire faire un véritable audit à un niveau européen, ou tout du moins avec des outils de mesure qui puissent permettre d'avoir des choses qu'on puisse comparer d'un pays européen à un autre, de façon à avoir un regard clair et transparent sur à quel point nous sommes dépendants dans différentes industries, dans différents services publics, dans différents services de maintien de l'ordre ou de défense. Pour l'instant, on n'a pas une vision très claire de tout ça, et on n'est même pas capable d'établir un classement au sein de l'Europe des nations qui sont plus ou moins dépendantes et dans quel domaine. Ça commencerait vraiment par là. Et rien que ça serait un effort considérable. Ouais, si on se donnait pour objectif que les services publics, les administrations, les services de la défense, tout ce qui peut concerner effectivement la force et la puissance de l'État soit en open source, ça ne changerait encore rien parce que nous avons tellement à titre individuel intégré les services Microsoft que nous resterions extrêmement vulnérables. Ah oui. Non, mais ça serait vraiment s'assurer que, en cas de conflit armé, notre armée ne reste pas paralysée au sol. C'est pas pour autant que on va être souverain. Il y a un domaine qu'on connaît tous au quotidien, qui sont les réseaux sociaux, où fondamentalement les citoyens européens sont sur un sol américain ou chinois. Mais il n'y a aucun réseau social, aucun espace dans lequel se forge l'opinion publique de l'Europe, parce que c'est pas dans les médias que ça se forge aujourd'hui, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Les médias sont passés de théâtre de l'opinion publique au XXe siècle à un acteur parmi d'autres au sein des réseaux sociaux qui s'y déversent par petits clips, par petits bouts. Et ces réseaux sociaux, ils sont soit chez les Chinois avec TikTok, soit chez les Américains quand c'est pas TikTok. Et ça, on ne le reconquérera jamais. Tout simplement parce que, il faut être honnête, les Américains ont une vision de la liberté d'expression qui est très différente de la vision, des visions qu'on a en Europe, et que pour l'utilisateur moyen européen, il faut se mettre à sa place. Il préfère la version américaine, qui est beaucoup plus souple et qui lui offre beaucoup plus de droits que la version européenne, qui est non seulement plus restrictive, historiquement, de la liberté d'expression, mais qui en plus est aujourd'hui attaquée par le DSA et qui devient de plus en plus restrictive. La liberté d'expression en Europe est un doux souvenir. Le DSA a mis ça à mal. Fabrice Eppelboin, qu'est-ce que nous dit le Danemark ? Est-ce qu'il nous dit oui, c'est possible même sur un court laps de temps, parce que là, le Groenland, ça fait quelques mois, tout au plus. Est-ce qu'ils sont déjà occupés à nous démontrer que c'est possible ou que ça reste un peu rhétorique ? Ah non, mais le Danemark, à ce stade, il nous dit juste, attention, c'est important. Et ça va leur prendre des années pour voir si c'est vraiment possible. À ce stade, on a juste un cri d'alarme du Danemark qui dit, oula, réveillez-vous les gars, c'est vraiment important. On a quitté l'ère où les États-Unis et l'Europe avaient des intérêts communs. Clairement, le Groenland montre que non, pas du tout. Ça n'est absolument pas le cas. Le second mandat de Trump nous permet de regarder en face le fait que le premier mandat n'était pas une parenthèse enchantée et que ça n'était pas quelque chose qu'on a pu glisser sous un tapis avec l'arrivée de Biden pour se dire que c'était un mauvais souvenir et que tout ça était derrière nous. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont changé de façon profonde, de façon radicale. Et ainsi que la gauche américaine, qui, si elle revenait au pouvoir, aurait elle aussi beaucoup changé par rapport aux lointains souvenirs d'Obama qui s'éloignent de jour en jour. Le monde a changé, la dépendance qu'on a construite ces 30, 40 dernières années avec le numérique est un problème qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir mesurer, qu'il va falloir aborder sereinement. Et pour des éléments totalement stratégiques, il va falloir effectivement établir des règles qui sont contraires au droit à la concurrence. Il va falloir établir typiquement des règles de préférence nationale ou de préférence européenne pour les prestations informatiques dans tout un tas de domaines. Mais il va aussi falloir être réaliste. On est en territoire conquis et il va falloir faire avec. On achète des F-35 plutôt que des Rafales, on met au point des stratégies avec les GAFAM plutôt que d'essayer d'industriellement peser en Europe. Vous citez notamment le cas de Renault qui a confié son IA à Google. Oui, Renault qui confie son IA à Google, c'est un suicide.
Si vous regardez le cours de bourse de Tesla, il n'est pas vraiment lié au fait qu'ils produisent des voitures. Et il est plutôt lié au fait qu'ils produisent des ordinateurs avec 4 roues, qui sont également des capteurs de données qui vont permettre d'enrichir l'intelligence artificielle qui, à terme, permettra de remplacer les conducteurs automobiles. C'est ça la valeur de Tesla. Renault s'est condamné à construire 4 roues. Et 4 roues et un moteur, il y a une quantité faramineuse d'entreprises, rien qu'en Chine, qui sont capables de faire ça. La valeur ajoutée, demain, elle est sur la conduite autonome. Et la conduite autonome, pour ça, il faut une IA. Donc, un constructeur automobile qui se départit de l'IA et qui le sous-traite à un GAFAM, il s'est condamné à mort, à relativement court terme. Si on regarde d'ailleurs cette autre chose que vous nous rappelez, les licences logicielles sont certes facturées en euros, mais vous nous dites qu'elles sont consolidées en dollars par les GAFAM. Si demain notre euro s'effondre, les coûts explosent. Oui, pour l'instant, c'est plutôt le dollar qui est dévalué. Et c'est a priori assez intentionnel. Mais là aussi, on a un beau signal d'alarme. Les monnaies qui sont stables et qui évoluent dans des champs très, très prédictibles et finalement très raisonnables, qui fait que la couverture de risque pour les taux de change n'est pas un souci majeur, ça pourrait changer, et ça pourrait changer de façon très violente. Et le coût des licences pourrait tout d'un coup bondir, parce qu'effectivement on les paye en euros, mais au final c'est coté à Wall Street en dollars. Par ailleurs, il y a des projets typiquement en France de taxes sur les importations numériques américaines, les factures de cloud du CAC 40, pour parler clair, ainsi que nos factures à nous, citoyens ordinaires de Netflix et de services de ce genre. Ça pourrait non seulement l'impacter, mais les Américains pourraient très très bien décider d'eux-mêmes imposer des droits de douane pour les services consommés numériques américains. C'est juste un décret américain à signer. La plupart des entreprises qui aujourd'hui utilisent du Microsoft, de l'Amazon ou du Google seraient bien incapables, face à une augmentation totalement arbitraire de 20% de leur licence, de transiter vers d'autres technologies parce qu'elles s'y sont enfermées, elles s'y sont installées de façon confortable, souvent avec l'aide de ces GAFAM qui ont verrouillé leurs clients dans leur écosystème technologique. Et le fait de migrer vers autre chose pour une très grande industrie, c'est des coûts considérables qui sont aussi challengeants que l'est pour un pays le fait de reconquérir sa souveraineté numérique. Donc ils encaisseront les 20% ou les 30% que décideront arbitrairement les Américains. Et puis, ça se répercutera sur l'inflation qu'on connaît en Europe. Merci pour ce cri d'alerte et cette analyse. Fabrice Eppelmoin, je rappelle que vous êtes un des grands spécialistes, tant sur le plan civil que militaire, d'ailleurs, de tous ces réseaux et de toutes ces technologies. Merci de nous en avoir donné, en tout cas, votre avis ce soir. Merci de m'avoir reçu. Les couleurs de l'info sur la première.